Hi guys, I'm Riccardo Burchielli and you have to listen La Voix des Bulles. La Voix des Bulles présente la Splash Page, l'émission qui va vous provoquer une masturbation séquentielle de votre aire tegmentale ventrale. Eh bien, bonsoir à tous, donc dans cette nouvelle émission... Mais qui es-tu ? Mais qui suis-je ? Je suis El Dio, revenu de l'au-delà, du fin fond du bas-fond, avec une voix d'outre-tombe. À ma gauche, donc, 1m82 pour 64 kilos. Putain, c'était il y a longtemps, ça. Docteur Tizak. Here I am. J'ai peur quand il va lancer le point. Et à ma droite, pour 1m62 et 80 kilos, le plus grand front à l'est du Rhône, El Pied. Hello. Le concept de l'émission, c'est d'aller plus profond des choses, aller, voilà, aller essayer de guérir la substantifique moelle, quoi, ce qui fait, en fait, le tenant de la littérature, de la bande dessinée, de l'univers et de tout le reste. Rassure-moi, il y a du cul ? Quand tu vas au fondement, forcément, il y a du cul, quoi. Ah, putain. Le programme de notre émission ce soir, ça va être, tout d'abord, la petite chronique du docteur Tizak. Oui, bonsoir. Voilà, il est de retour. Il va vous parler donc de tous les commentaires que vous avez pu faire, de tout ce dont il a envie de parler, de vous faire réfléchir sur le sens de la vie. D'ailleurs, vous pouvez lui écrire personnellement à l'adresse docteur@lavoixdesbulles.fr. Les courriers lui arriveront directement. Uniquement des courriers d'origine, féminine. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est que ceux-là, on les aura pas nous, il y aura que lui qui les aura. Donc je peux lui laisser des trucs. Ok. Ensuite, nous aurons une chronique sur la liberté d'expression avec une interview ensuite de Riccardo Burchielli. Ricardo. Dessinateur de DMZ. Une petite chronique de Pierrick sur Les deux Van Gogh. En fait, c'est surtout ici, c'était par la fin que tout commençait, parce que franchement, j'ai eu un gros problème avec les deux Van Gogh et il faut que ça sorte. Et voilà, après tout ça, normalement, on aura fini d'user votre patience et vous serez désormais avec une grande envie de dormir et de méditer sur le sens de la vie. Le sens de la vie va être très profond dans cette émission, je vous le dis tout de suite, les gars, préparez-vous. Aïe. C'est bon, je peux lancer les jingles, patron ? C'est parti. Ouais, Alors, j'aime Isaac ça, j'aime cette musique, tu vois. Franchement, j'en demanderais plus. D'ailleurs, il faudrait que tu nous dises d'où vient cette magnifique musique, Pied. C'est les Vaporella, un groupe punk bruxellois. C'est l'album Disconnected que vous pouvez écouter sur Jamendo. Ouais. Nom d'une frite. Et sur Bandcamp aussi. Ouais. Et franchement, c'est un 3 titres, je crois. Hein, mais, Ouais, c'est ça. Et mais c'est très très la bien. patate. Ça envoie de la patate. Bon, alors, ce qui envoie de la patate aussi, c'est Toturi. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai pas voulu remonter aux commentaires antédiluviens laissés par certains auditeurs, hein, nous en reparlerons tout à l'heure. Mais voilà, on va dire que j'ai réattaqué dès la fin de la saison précédente, c'est-à-dire j'ai recommencé au 2 juillet, voilà, le début de l'été, souvenez-vous, il faisait beau, il faisait chaud, ça sentait bon le sable et le rhum. C'est ça, la le cigale. rhum. Donc Toturi, et oui, encore Louis. Toturi qui nous dit qu'il y a effectivement eu un gros débat bien malsain autour de Nude, et effectivement, hein, on n'est pas d'accord, c'est du malsain, ça, par contre, on est bien d'accord là-dessus. Laissez-nous vos commentaires là-dessus aussi pour qu'on ait une idée de votre opinion sur si vous avez lu, si vous avez feuilleté, si vous le trouvez chez votre libraire favori. En tout cas, bon, selon Toturi, il va pas le commander parce qu'il y a carrément plus intéressant sur le sujet pied-pied. Ça va, hein. Bref, en tout cas, merci beaucoup. Nous Là, dit-il, tu voulais dire en fait que t'as gagné, c'est ça ? Non, tu vois, je l'ai pas dit. Moi, tu vois, je lance la balle à pied-pied, voilà. Tu vois, il a compris quand même quel était le message caché, mais pas trop caché quand même. Qui c'est qui est la plus grosse ce soir ? C'est ça. Donc Toturi nous remercie quand même pour la trouvaille Green Leader. C'est comme il nous dit, c'est pas la première fois qu'il découvre des petites pépites que nous recommandons. C'est un petit headline, ouais. Donc il en était très 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 content. Et comme il nous dit, c'est pas la première fois qu'il trouve des pépites et auxquelles il reste fidèle par la suite. Il revient également sur la critique de Good
Kun-ho, où nous avons été visiblement, selon lui, un petit peu trop sévère. Lui, il est plus enthousiaste. D'accord, ça a pas beaucoup avancé, mais voilà. Et lui, il accroche vraiment sur le côté post-apo ado branleur, pour reprendre ces termes. Je trouve que ça fait un super nom de catégorie. Quand j'ai lu son commentaire, j'étais là, je me suis dit oui, c'est totalement bien résumé. C'est ça. D'ailleurs, on va créer bien. une catégorie dans la bibliothèque pour ça. Ouais, il va pas y en avoir beaucoup. J'allais dire, ouais, ça va être léger quand ça même. va restreint. Il a bien aimé une petite étagère, une étagérinette. Une étagérinette. Hein? Rinette, non? Rinette, une étagérinette, si tu veux. Une étagérinette. Comme la grenouille. Comme la grenouille. La rinette. La rinette. Bref, il a également aimé le dessin, il a bien aimé également le format de luxe qui apporte, selon lui, plus de lumière, des décors, bref, des gueules, quoi. Et donc, il apprécie le fait d'avoir enfin une bonne série post-apo sérieuse, qui est pas déprimante, etc. Il a également apprécié notre splash, merci, autour des 4 de Baker Street. Faut le coup, on aurait fait une émission. Ouais, une vraie grosse émission. Il a bien aimé aussi l'idée qui est un jeu de rôle tout autour et que les auteurs soient de Normandie. Alors après, je suis pas sûr à fond avec lui quand il dit que enfin des bons auteurs en Normandie. J'ai pas envie de me mettre les Normands à dos, surtout quand ils sont armés d'armoires. Mais bon, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Si ça lui fait plaisir, ça me fait plaisir aussi. Il nous remercie pour les 2h20 d'émission. On a été si long que ça? Ouais. Généralement, on doit faire des émissions plus courtes. On a fait quoi? On a fait un fumble ce soir-là? On a oublié. On a oublié l'horaire. On s'est endormi ou? Je sais pas. Ou tu sais quoi? C'était un monologue. Un monologue de pied. Un monologue. Ça change du monologue du vagin. Ensuite, on a eu un commentaire de Monsieur P. Je connaissais Monsieur N, mais pas Monsieur voilà. P. Là, on a Monsieur P. Je vais simplement lire ce qu'il a écrit, histoire que vous ayez dans le texte directement. Ok, on va aux sources. Ouais, vas-y. Ouvrez les guillemets. Je voulais juste dire au Dr Tizak que la connexion internet dans l'Aube est aussi bonne qu'au Japon. J'habite à 20 km de et je vous écoute très régulièrement. Maintenant, je vais obliger de relire mais Valérian, les 4. Connexion internet interrompue suite à la canicule. Sans commentaire. L'Aube, c'est vraiment paumé. 3 dans l'Aube. Alors là, c'est plat. Mais je crois que c'est plus plat que Jane Birkin, quoi. Et là, j'ai envie de vous dire, on a testé cet été. C'est ça. On a testé pour vous 3. Notre 3, c'est très joli. Pied de l'andouillette. Mais c'est très joli. De l'andouillette. Soit, en attendant... Et du chat-ours. Honnêtement, très honnêtement, c'est un bon décor pour tourner des séries ou des films Merci. à l'ambiance un peu glauque avec rien. Parce qu'en fait, le rien, à un moment donné, quand il est partout, ça devient un peu terrifiant. Mais par contre, je pense que si tu veux faire des reconstitutions de bataille, là-bas, t'as de l'espace. Ah oui. Oui, on peut même faire du space opéra tellement il y a de l'espace. Oui, ça c'est sûr. Bon, ça sera du space carotte et du space poireau, mais on a de l'espace. J'aimerais avoir un sous-titre pour le commentaire de Nicolas. Une seule réaction me vient à l'esprit, dit-il. Bande d'enfoirés. Alors, je crois qu'à un moment, on a dit traitez-nous d'enfoirés, si, ou un truc comme ça, mais c'est tellement long que je m'en souviens plus. Ouais, donc désolé Nicolas, si tu peux nous mettre un sous-titre. Alors après, à moins que tu nous connaisses personnellement, et là, d'accord, pas de souci, tu peux nous traiter de bande d'enfoirés. La seule question, c'est comment tu le sais. Bah, s'il nous connaît. Mais c'est ça. Mais là, mis à part un certain Nicolas F, de ma connaissance, de notre connaissance, Nicolas E. Cru, Nicolas E aussi, il aurait plutôt dit bande d'enculés, lui. Allez, je passe à la chronique suivante. On passe à l'émission 117, avec un commentaire d'Olive, qui nous dit qu'il a carrément adoré notre chronique avec Morotsar de Fabien Nury. C'est normal, c'est de la bombe. On lui a donné grave envie. En même temps, voilà, j'ai envie de dire, quand le matériau est là... C'est le tome 2 à lire, là. Voilà. Bref, il apprécie également Thierry Robin pour la mort de Staline, voilà. Évidemment, Héraclès. C'est Héraclès. Voilà. Bon, Voilà, qui était donc dans... Les glaçons. Oui, on a fait des BD glaçons dessus. Et oui, car il y a des gens qui, en plus de nous écouter, nous regardent. Car nous avons un physique de radio, il faut le dire. Et donc, du coup, en plus, ils boivent. Et là, en l'occurrence, quand on est un tout petit peu alcoolique,
amateur d'alcool, c'est comme ça qu'on dit. Oui, c'est ça, amateur. Parce que là, du coup, c'est gustatif. On c'est n'est pas, gustatif, c'est ça. on n'est pas là pour se boire la gueule. Exact. On est là pour avoir des saveurs différentes, exotiques qui t'emmènent voyager, tu vois. C'est ça. Toi, Qui en tu même pas temps de mieux que- de bande dessinée. En même temps que tu lis une histoire, tu voyages grâce à l'alcool. Absolument. Voilà, donc c'est que du bonheur. Et donc voilà, il a bien aimé ce petit côté-là. Donc j'en profiterai pour rebondir sur le fait qu'il a côté vidéo bien apprécié BD des glaçons et pour Héraclès et visiblement le côté huileux d'Héraclès a dû lui rappeler des films de Gladiateur. Des films de Et Gladiateur, il a ouais. apprécié ton physique aussi, Thio. Ah ben oui, ça c'est le côté velu. Pour information, notre critique d'Héraclès, je l'avais envoyé le lien à Édouard Cour, qui a dit qu'il n'avait pas besoin de nous pour se mettre la pression sur sa prochaine BD. Pour résumer. Pour résumer, ça veut dire qu'on peut mettre la pression. C'est ouais, parce que je crois que on a connu le tome 4 cet été, ça, quand on a fait l'émission. Le 3, ouais. Le 3, quand on était à genoux, là, Ouais, c'est ça. sur les coussins. Et en gros, on avait dit que, franchement, après avoir fait un chef-d'œuvre pareil, ça doit être dur de continuer la BD, et apparemment, il n'a pas besoin de nous pour se mettre la pression. Alors, deux choses, hein, soit le commentaire l'a touché, soit il a déjà la grosse tête et il sait qu'il a fait un chef-d'œuvre. Voilà, la question reste entière. Je resterai donc dans des BD des glaçons, puisque en termes de commentaires sur Mauvais Genre, je tiens à souligner que c'est la nouvelle formule de BD des glaçons. À titre purement personnel, je dirais que c'est de la bombe. Ouais. Voilà, Ouais. moi je trouve ça Quelques petits défauts à revoir, mais c'est pas mal. Ouais. c'est de la bombe. Bon, ce qui est pas bon, c'est Pierrick qui lit le prompteur. Sinon, pour le reste, c'est de la bombe. Je sais pas qui tenait le prompteur, mais c'est vrai que c'était pas terrible. Voilà. Il est pas encore au niveau d'Evelyne Delia. Voilà, j'ai envie de vous dire, sinon c'est top, quoi. Bien, et nous avons un seul commentaire qui nous dit ping. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, bougez-vous le cul de nous laisser des coms. Top, 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 top. Bougez-vous le cul de nous laisser des coms. Et pas que sur YouTube, s'il vous plaît. C'est vrai qu'il y a quelques commentaires sur YouTube, ça Mais fait toujours plaisir. J'en ai pas vu un, alors tu m'as dit de regarder, j'ai pas Si, il y a quelques commentaires sur YouTube. Tous les commentaires restent très positifs. J'ai envie de vous dire, il y a un service après-vente de commentaires qui est organisé par Pierrick. Car à chaque commentaire, il laisse un sur-commentaire. J'ai envie de vous dire, c'est pareil dans la vraie vie. Hein. À chaque fois qu'on parle, il laisse un commentaire aussi. Non, mais c'est bien de répondre aux gens qui nous soutiennent. Je suis d'accord avec toi, Pierrick. Donc allez-y, franchement, j'ai très envie qu'on ait un retour sur des BD des glaçons Mauvais Genre, parce que l'air de rien, ça donne beaucoup de boulot. Alors j'ai envie de vous dire, ni à Mathieu, ni à moi, mais pour le montage, Pierrick s'est un petit peu arraché les cheveux avec des problèmes parce que techniques, des problèmes c'était nouveau, c'était d'ordinateur, nouveau. de logiciel et tout ça, c'était nouveau. Mais franchement, maintenant que c'est calé, je trouve que le rendu vaut vraiment le coup d'être vu. Allez y jeter un œil. Dites-nous ce que vous en pensez pour Alors- qu'on puisse rectifier les deux trois petites bricoles qui pourraient gêner. Bon, alors, je vais reconnaître, je vais rendre à César ce qui appartient à César. Il y a un énorme travail de montage, et comme c'était le nouveau concept, ça a demandé beaucoup de montage. Mais je rendrai quand même à Jules sa autre partie, c'est que sur l'écriture, ça lui a quand même demandé aussi un petit peu de temps pour l'analyse. Il a pas, le mec qui a fait l'analyse, il a un petit peu taffé quand même. Je crois qu'il se lance des fleurs, là. Voilà, Le mec qui a analysé, c'est qui celui-là? je sais pas. C'est vrai qu'il a pas mal bossé. On Ouais, passe, il a pas mal bossé. on Bref, passe, le contenu était bon. Donc j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous lire. Voilà ce que Non. j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous lire. et de nous voir. Pour pouvoir vous lire, il faut que vous écriviez. Alors vous sortez un petit peu votre plume du cul, et hop, on y va. Vous écrivez, vous lancez des commentaires, même des saletés, mais je veux vous lire. Petit message à caractère informatif et personnel. Un vieux commentateur n'est toujours pas de retour sur la liste des commentaires. Et je dirais que c'est le lunch. Et je pense qu'il a du souci à se faire, car Olive a commencé à réécouter toutes les émissions et nous a laissé des commentaires, mais sur des émissions d'il y a... Antédiluviennes. J'avais pas de barbe à l'époque, tu vois. Oh merde, C'est ça. on n'avait pas de micro à l'époque. Comme je dis, je crois que c'est de l'archéologie haussienne qu'il nous fait, parce que là, ça doit être, en plus, écouter les premières émissions, je crois que même il faudrait qu'on les supprime, parce que ça doit être une horreur sans nom. Enfin, les dernières sont pas forcément mieux, mais c'est vrai que c'est encore Non, pire. si. Peut-être les dernières sont pas mieux, mais en tout cas, elles ne peuvent pas être pires, parce que là, c'est... Messieurs, dames, envoyez-moi des mails et laissez-moi des commentaires. À très bientôt. Courrier, docteur, lavoidesbulles.fr. Putain, je le kiffe ce générique. Le 7 janvier 2015, l'attentat contre Charlie Hebdo relançait un débat presque éternel. Peut-on se moquer de tout? A-t-on la liberté de tout dire? Récemment, la photo d'un enfant sur une plage turque et le dessin de Charlie Hebdo, c'est la rentrée, provoquait là aussi une levée de bouclier.
Alors, devant l'indignation, les insultes, les condamnations, et avant d'essayer de persuader chacun d'entre vous du bien fondé ou pas de la liberté d'expression, on va commencer par un tout petit peu d'histoire. On va revenir dans un temps où les vêtements étaient beaucoup plus courts, au 5e siècle avant Jésus-Christ. On va parler d'un mec qui s'appelait Diogène, qui était un gars dans un tonneau, à peu près toujours à poil. Bon, là, d'ailleurs, les témoignages divergent là-dessus. Verge. Merci. Démolit à peu près tout. Les idiots, les riches, les savants, même l'empereur, tout le monde en prend pour son matricule. Il se masturbe, urine en public, mais ça, il a le droit de le faire, car... Liberté. Il est libre, exactement. Donc, dès l'Antiquité, on va commencer à se moquer des hommes politiques. Why? Est-ce que c'est juste le plaisir de savoir qui est la plus grosse? Ou la plus belle rhétorique? Ou on essaie simplement de rappeler aux dirigeants que ce sont juste des hommes, et simplement des hommes? Tu n'es qu'un homme. D'ailleurs, du coup, petit surnom qu'on donnait au grand César, c'était la pute de Bithynie, d'ailleurs. Ça paraît, je connaissais pas ce surnom. Parce mais que c'est certains cool. auteurs, en fait, de l'époque, se foutaient de sa gueule en disant qu'il aurait eu une soi-disant relation avec le roi de Bithynie. C'est pas une soi-disant relation, moi j'étais là. J'ai été là. Tu fais pas ton Je âge. suis témoin. Pendant une bonne partie de la Renaissance, les journaux sont censurés et on peut pas écrire, on ne peut écrire en fait que ce que le roi accepte. Grosso modo, à chaque fois que tu veux écrire, tu as une sorte de petit tampon. Et, Ah, comme à Canal+. C'est ça, approuvé par le roi, tu vois. C'est et j'ai envie de vous dire, vu le nombre de lecteurs qu'il devait y avoir à sur l'époque. l'ensemble de la France, c'était quand même gonflé de faire de la censure. Mais quand même. Alors avançons un peu dans l'histoire et prenons-nous dans la gueule notre magnifique Révolution française. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Et là, on ouvre la porte à tout ce que la censure a pu créer. Des artistes et malheureusement leur contraire. Ils vont tous tirer à boulet rouge sur l'ancien régime et très vite sur le nouveau aussi d'ailleurs. C'est tellement facile. Les curtons forcément vont manger ses vers et finalement dans tout ce fracas, on va arriver à peu près au milieu du 19e siècle. Je vous la fais un petit peu rapide parce que je suis pas Franck Ferrand quand même. La monarchie de Juillet va nous amener nos fameuses caricatures. C'est bien évidemment dans ces jolis dessins bien ancrés, un petit peu mignons comme des bisounours en train de sauter des lames de rasoir. Ça va booster la portée de la satire et le tirage de plusieurs journaux. Désormais, l'avantage, plus besoin de savoir lire, il suffit juste de regarder une image. On va reconnaître donc dans une poire de Charles Philippon le roi Louis-Philippe. Honoré Daumier va aussi représenter le roi Louis-Philippe, un gargantua qui dévore l'argent du peuple qui n'a déjà pas grand-chose. Le roi est très joueur, mais ils vont quand même faire un peu de prison pour ça. Bon, on va essayer... Hey, tu m'as fait rire, mais passe Ouais. par la case prison. Donc c'est ça, tu passes par la case prison sans passer par la case d'épargne et toucher les 20 000 euros. On va arrêter de taper sur les dirigeants, on va passer donc désormais à la France, à sa jolie religion d'État de l'époque. Et là, il y a matière, parce que dès le XVIe siècle, Rabelais, puis ensuite Molière, ont démontré et montré les défauts et l'hypocrisie de la religion catholique de l'époque. Mais il n'y a pas que l'écrit, car Cabu aussi, avec ses magnifiques caricatures de Jean-Paul II, a amené aussi des réflexions On a sur le changé sujet. d'époque, là. Ouh, le bon. On fait un bon, ouais, oui, non, mais c'est ça. Parce qu'en tout cas, voilà. En tout cas, pour moi, je me rappelle encore les dessins de Cabu. C'est certain que même quand Cabu est arrivé, la loi de 1905 avait déjà quand même bien changé les choses entre l'État et l'Église. Plus récemment, on pourrait citer pour la liberté d'expression des phrases de Coluche. La police est un refuge pour les alcooliques qu'on n'a pas voulu à la SNCF et au PTT. Là, je pense que vous dites ça aujourd'hui, vous avez environ au moins 3 ou 4 associations qui portent plainte contre vous dès le lundi. On pourrait désormais aussi citer notre très corrosif Pierre Desproges. Je préfère rire d'Auschwitz avec un juif que de jouer au Scrabble avec Klaus Barbie. Là, je pense qu'on ça dépasserait les doigts des deux mains pour les assos qui portent plainte. On pourrait parler aussi de la liberté d'expression des journalistes de guerre. Peuvent-ils tout dire? Peuvent-ils tout montrer? Doivent-ils tout nous dire? Là, on pourrait essayer de voir le travail de Horst Foss sur la guerre du Vietnam. Et du coup, les 2 Pulitzer qu'il a eu. Pour son soldat donc qui avait sur son casque Born to Hell, je crois. Et donc voilà, tout ce travail en fait des journalistes de guerre à l'époque qui travaillaient pour la paix et qui ont couvert la guerre du Vietnam en montrant tout de la guerre du Vietnam, ce qui du coup a été quand même une sorte de gros choc, on va dire, pour le monde qui a vu la guerre telle qu'elle se déroule. On pourrait aussi justement citer
Un des limiers de Horstfass, c'est Nick Hutt, le fameux photographe de la fille au napalm. Born to Kill. Born to Kill. Oui. Mais pour C'est moi. ça le casque, ouais. Ça, je crois que c'est Mais pour tuer. Je crois que ça, c'est le casque de Full Metal Jacket que tu cites. C'est pas celui du Pulitzer de... T'es sûr? Si. Born to Kill, c'est Full Metal Jacket. Dans ma tête, j'avais ça. Et je viens de le retrouver. Enfin bon, c'est pas grave. Vas-y. Donc voilà, la satire est une utilisation possible de la liberté d'expression. La liberté d'expression, elle existe depuis que l'homme sait parler. Son écrit fut brimé, libéré, délivré. Mais pour quelles raisons... Les médias ne mentiront plus jamais. C'est ça. Mais pour quelle raison est-ce qu'aujourd'hui la liberté d'expression nous saute au visage de cette façon-là? La télévision, Internet, les réseaux sociaux véhiculent l'information toujours plus vite. Elle se retrouve à la portée de tous sans avoir eu à acheter un journal, à se déplacer, sans avoir peut-être eu la curiosité et l'intelligence de chercher l'information et d'essayer de la comprendre. Peut-être que parfois la satire va manquer de finesse, de classe, de talent. Mais son but n'est pas de vous divertir. Elle n'est pas là pour vous faire passer un bon moment. Elle n'est pas là pour vous faire réfléchir sur un sujet, sur une question, un fait de société. Elle est là pour essayer de provoquer un changement. Essayer de l'empêcher. Voilà, moi j'ai pas fait cette chronique au départ pour vous dire faire changer d'avis sur la liberté d'expression, c'est bien la liberté d'expression, c'est pas bien la liberté d'expression. Mon but c'était de vous montrer peut-être un peu maladroitement que la critique, la satire, la liberté d'expression ont toujours existé quelle que soit l'époque. Le débat actuel sur les limites de ce droit n'est finalement pas si nouveau que ce qu'on essaie de nous faire croire. Alors pour en revenir au dessin de presse, le dessinateur doit choisir où est la ligne à ne pas dépasser, ou choisir qu'il n'y a pas de ligne du tout. À moi ensuite de choisir quoi faire face à ce que le dessinateur a choisi. Pour clore au sujet, je vous conseillerais d'aller lire sur le site du Monde un échange entre Riss et Plantu qui a eu lieu le 21 septembre lors d'un colloque sur justement la liberté de la presse. La liberté de la presse, oui. Riss et Plantu, donc Riss qui dessine pour Charlie Hebdo, Et et Plantu qui dessine pour Le Monde et qui est plutôt, c'est un ex-gauchiste qui va plus vers la droite dans ses dernières caricatures, qui a été assez critiqué à ce sujet. Merci. Moi, je voudrais aussi parler un peu sur toute l'histoire de la liberté d'expression. Cet été, c'est Libération et Bodeuil qui ont publié une série d'articles sur l'origine de la liberté de la presse. C'est une série de strips assez intéressante, ça s'appelle Revue de presse. On peut trouver ça sur le site de Bodeuil. Je mettrai les liens aussi dans le site parce que c'est très intéressant. Et puis pour rebondir là-dessus, je dirais que c'est intéressant, je pense, de lire aussi des BD de Joe Sacco qui fait des reportages en zone de guerre et qui montre un peu que le dessin peut apporter des choses que ne peuvent pas forcément apporter le texte ou la photo. Et puis DMZ, comme on le disait la semaine dernière, est aussi un bon questionnement sur qu'est-ce que doit transmettre comme information le reporter, parce que quel que soit le message qu'il va transmettre, il va avoir une influence sur le conflit. C'est ça. Moi, ce que je remettrais en exergue par rapport à ça, c'est qu'au-delà du mot liberté, il y a aussi le mot responsabilité. Et la liberté d'expression, c'est une chose. Quand on est sur un événement qui est extrêmement récent, chaud, il y a aussi une responsabilité dans ce qu'on dit, dans la façon dont on le dit, que ce soit par le dessin ou par l'écrit. Blesser des gens pour le plaisir de les blesser, c'est dommage. Si derrière il y a un message à faire passer, c'est autre chose. Après, je reviendrai donc sur le terme de responsabilité quand on est sur un événement très en cours et que les journalistes se permettent de donner trop d'informations, bien plus que ce qu'il n'en faudrait à ce moment-là. Et qu'ils perdent de vue que derrière il y a aussi des gens qui sont en train de travailler qui eux ne sont pas journalistes. Je pense au problème de BFM TV sur l'affaire des frères Kouachi qui ont un peu trop divulgué d'informations aux mecs qui regardaient la télé et qui avaient les informations en direct. Exactement, c'est-à-dire que donner les informations qui sont censément être plutôt privées du domaine du non divulgable et sous couvert de liberté de la presse, aller rencarder finalement des gens que l'on cherche tous, façon de parler, à appréhender, c'est quand même, ça va quand même à l'encontre du bien général. Donc là encore, je pense qu'il y a réflexion sur liberté et responsabilité, et encore une fois, notamment sur des événements qui sont en cours de déroulement très chauds. Ouais, mais après il y a aussi les limites, je pense,
comment va être perçu ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que parfois on fait des choses sans s'en rendre compte de la perception qu'il va y avoir en face. C'est pas forcément évident. Surtout qu'on est à une époque où le message qu'on va donner va dépasser très rapidement les limites de notre cercle restreint, on va dire. Et c'est vrai que c'est pas évident de savoir Donc, où on doit se limiter. surtout si tu l'utilises sur des réseaux sociaux. Oui. Le problème, comme je dis, moi c'était surtout ça, c'est la rapidité avec laquelle tu vois en fait des commentaires sur des images qui sont postées sur Facebook, pour le citer. D'un coup, tu vas avoir 300, 400, 500 commentaires. Ça fuse. Les gens, en fait, ne prennent souvent, et moi le premier, on ne prend plus le temps de réfléchir et d'essayer de comprendre l'image ou l'information qu'on a en face de nous. On est arrivé, la réaction. on est toujours dans la réaction et jamais dans une réflexion. Et je pense, c'est dommage parce que du coup, la société, souvent, en fait, je pense que beaucoup d'entre nous, on la critique, mais parce qu'en fait, on est toujours en train de réagir face à elle et jamais en train de réfléchir face à ce qui nous entoure. Là, on arrive dans le fond du problème aussi. Cette réaction, encore une fois, toujours à chaud. Et on va dépasser le cadre du simple journalisme. La liberté d'expression, ça concerne tout le monde, mais ça concerne d'autant plus les personnages publics et notamment les politiques. Dans la première émission tout à l'heure, j'ai balancé une petite boutade sur Nadine Morano. La semaine dernière, donc dans la première émission, sur Nadine Morano, qui fait partie de ces personnes, à mon sens, qui sont en permanence dans la réaction et à aucun moment dans la réflexion, à aucun moment sur quelque chose où je me suis posé, j'ai vu les choses arriver, je pèse le pour et le contre et après j'envoie. Sauf que ça reste un personnage politique, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'elle soit en mandat ou pas en mandat, c'est une personne qui a droit de citer, qui a droit de parole, au nom en plus d'un gouvernement d'un parti politique auquel elle appartient. C'est toujours délicat, à mon sens, d'avoir des gens qui ont si peu de recul, si peu de réflexion, et qui font profiter, avec d'énormes guillemets, de leurs pensées sur les grandes ondes, à la télé. Je trouve ça extrêmement dangereux et dramatique. Alors, ça fait des blancs, il essayer. n'a pas l'habitude d'être l'animateur. C'est ça, fait des blancs. Il découvre le métier. Je vais essayer de rebondir en fait sur ce que tu dis par rapport à Boeing. Voilà, merci. Aux gens qui réagissent trop vite et qui du coup, en fait, est-ce que finalement, on se retrouve pas dans une société qui est tellement je vais essayer de trouver le mot on a une telle facilité à avoir de la voix dans le monde que finalement, tout le monde essaye de donner la sienne. Et finalement, on arrive à un moment où on n'a pas... Je suis désolé, mais c'est peut-être pas toujours des personnes intéressantes qui ont la voix pour faire. Tu choisis qui tu écoutes, je pense aussi. Mais et là, justement, je reviens sur. Mais le problème, c'est que même si tu choisis qui tu écoutes, soyons honnêtes, sur Facebook, on a tous on a plus d'amis qu'on en a réellement. Et en fait, on va se retrouver avec des accès sur notre Facebook. Je cite Facebook, voilà, parce que c'est le réseau social préféré. C'est que du coup, vous allez avoir des parutions sur votre page qui sont en fait celles de personnes que vous ne connaissez peut-être même pas, qui sont des amis d'amis, mais qui sont en fait vos amis. Et très rapidement, même tu vas du coup écouter. Malgré nous, on est le relais aussi. C'est le relais en fait de personnes que tu écouterais peut-être pas forcément. Oui, t'es pas obligé de partager non plus. Et puis encore une fois, pour arriver à faire le tri dans l'information, ça veut dire que toi-même tu es un minimum informé, toi-même tu es un minimum, on va employer des mots, cérébré. On a tous dans notre entourage, qu'il soit personnel ou professionnel, des personnes qui ne sont pas équipées pour traiter l'information, malheureusement. Ça fait partie du rôle de la société et notamment de l'enseignement d'essayer de donner les armes nécessaires à ça, mais c'est pas forcément le cas, et le milieu familial et personnel généralement est plus fort souvent que le milieu éducatif, et je trouve que ça reste compliqué pour tout un chacun de faire le tri dans ces informations-là, qu'elles soient vraies ou pas vraies. À un moment donné, il faut aussi faire confiance à certaines sources d'informations, et à mon sens, les médias, les politiques sont censés être des sources fiables. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut largement se poser la question de cette fiabilité,
quand on voit comment il se comporte en termes de rapidité de réaction, en termes de non-réflexion, en termes même souvent de manque d'informations sur un sujet, mais comme il faut faire comme le voisin d'à côté, il faut vite en parler, mais même si on n'y connaît rien, on en parle. Et comme disait Thio, on donne la sienne, on met son jeton, on balance son avis à la con, alors que concrètement, on n'a pas grand-chose à dire. Mais il faut faire comme le voisin, il faut aussi parler, il faut aussi occuper le terrain. Je reviendrai sur un point justement, ce que tu parlais au niveau de la parole. Un exemple qui m'a marqué, c'est donc Vendry, auteur et de BD et éditeur, qui est plutôt le genre grande gueule, à faire un peu son m'as-tu vu et à dire des trucs un peu crades et trash pour le fun, qui a commencé à se poser la question au niveau du mouvement des auteurs de bandes dessinées femmes en fait, qui ont fait un site où elles font des témoignages et où elles sont pour la non-mixité des témoignages et du mouvement. Et lui s'est dit mais pourquoi est-ce que ce mouvement est non-mixte ? Pourquoi moi en tant qu'homme, alors que j'ai envie de soutenir ce mouvement, pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit d'ouvrir ma gueule et de dire aussi je suis là avec vous, etc. Mais plutôt que de dire c'est une honte, je suis un mec, j'ai pas le droit de parler, etc. Il s'est posé la question. J'aimerais avoir les arguments qui expliquent pourquoi est-ce que c'est bien que ce ne soit pas mixte, et est-ce que et en fait des gens ont commencé à lui apporter des éléments de réponse, différentes liens, etc. Et ont réussi à le convaincre. C'est-à-dire qu'ils ont dit effectivement dans la mixité il peut y avoir des problèmes de par le rôle social général donné aux hommes et aux femmes, etc. Ce qui fait que il donnait des exemples entre autres classiques de réunions féministes où il y a que les hommes qui parlent et que les femmes de par cette sorte de blocage social qu'on peut avoir, écouter, fermer leur gueule, alors que non, c'est pas à l'homme de prendre tout le débat, et donc créer cette non-mixité permet aussi peut-être une liberté de parole qu'il n'y a pas forcément. Voilà, c'était juste pour donner un exemple, c'est se poser la question de pourquoi, avant de critiquer, se poser la question de pourquoi. Prendre du recul, prendre des informations auprès de plusieurs personnes, avant de prendre une décision soi-même et de donner son avis. C'est à mon sens essentiel. Et s'il existait des porte-paroles au sein même des partis politiques, la fonction existe toujours, mais c'est une fonction très fantoche, je trouve, aujourd'hui. Puisque n'importe qui parle à n'importe quel moment, à tort et à travers. Tout à l'heure, je citais quelqu'un de droite, à savoir Nadine Morano. Là, je pourrais citer Martine Aubry, qui a pris la parole. Je ne dis même pas si ce qu'elle dit est bon, pas bon, vrai ou pas vrai, mais elle fait partie d'un gouvernement, elle tire à boulet rouge sur un membre du gouvernement. Emmanuel Macron, pas un membre de son parti politique, car je tiens à rappeler qu'il a arrêté sa carte du PS. Du coup, cette voix-là est relayée par d'autres membres du gouvernement, mais à un moment donné, posez-vous 2 secondes la question. Ça, ce sont des soupes en interne, ça ne concerne en aucun cas les citoyens, ça doit rester du domaine de la discussion et du tiraillement en interne. Et si quelqu'un doit être retiré du gouvernement pour telle ou telle raison, ça doit rester des discussions internes. Tout ce que ça peut apporter, encore une fois, c'est une mauvaise vision du monde politique, une mauvaise vision du gouvernement. Encore une fois, je ne tiens pas à porter de jugement sur le contenu, je parle uniquement de la forme. Que Emmanuel Macron doive ou pas quitter le gouvernement, pour moi, le problème n'est pas là. Le problème est qu'on met toujours ça sur la table, en déballage verbal devant tout le monde. C'est comme si les réunions de famille, dans le cadre d'une succession, on faisait ça sur la place du village, et qu'on voulait entendre l'avis de la voisine machin, l'avis de la tante trucmuche, l'avis du maire, l'avis du curé, l'avis du chat. Non, je suis désolé, il y a des choses qui doivent... Il y a des choses qui doivent fonctionner en interne, 1, pour que ça fonctionne mieux, et 2, pour conserver une image, et pas qu'une image d'ailleurs, un rôle sérieux, un rôle posé de gens qui sont censés on digresse là. On digresse, voilà, là on est sorti un petit peu de notre cadre. Il fallait le dire, il l'a dit. Voilà. Il l'avait ici, et c'était. Ouais, on a dit qu'on allait dans le fondement. On était dans la limite des libertés, parce que forcément quand on sort. Et je trouve que franchement t'as pas assez de limites dans ta liberté, toi. C'est exactement ça. Je suis bien d'accord avec toi. Donc le problème dans la liberté d'expression, c'est que tout le monde veut l'utiliser, et quand tout le monde l'utilise, il y en a qui crient au scandale. Voilà. Donc par exemple, là je vous dis tout de suite, vous mettez Pierrick dans une réunion féministe, et ben forcément, il va faire que parler, quoi. Vous mettez Pierrick dans n'importe quelle réunion. Hein. Peut-être. Ouais.
L'avantage d'avoir fait l'enregistrement un petit peu avant me permet de revenir en arrière et de me dire que nous avons oublié quelque chose. Ce quelque chose, c'est l'interview de Riccardo Burchielli, qui a été réalisée donc lors de sa venue à Marseille grâce à l'Ombre des Bulles. On les remercie d'ailleurs pour cette invitation, il nous a permis de faire cette interview. Je remercie aussi Adrien pour sa traduction en simultané, ainsi que la BDRI qui nous a accueillis pour les séances de dédicaces. Et on va aussi remercier du coup le Contrepoint, comme ça c'était un excellent repas et on mange toujours très très bien au Contrepoint. Bonne écoute. Le repas vient de se terminer, nous sommes à un endroit fort sympathique, nous avons passé un très bon moment à table avec Riccardo Burchielli, nous avons quelques questions à lui poser. En France, un bon nombre d'artistes de bande dessinée se plaignent des difficultés de vivre de leur travail. Est-ce que c'est la même chose en Italie ? Ce n'est pas un problème de nation, que tu sois en Italie ou en France, mais plutôt un problème d'éditeur et de l'importance du travail que tu fais. Par exemple, si tu travailles pour la Marvel, je pense qu'il n'y a pas de problème pour en vivre. Ovviamente è un fatto di page rate poi alla fine, cioè si parla sempre di quello, se uno fa un... Donc en fait la vraie différence se joue sur la portée de ton travail si tu en as beaucoup. Si par exemple on me donne tous les mois entre 20 et 30 pages, oui, je peux arriver à en vivre. Mais si j'en ai que 5, que ce soit en France, en Italie, je peux pas en vivre. Se ne faccio 5 americano non ci vivo e lo stesso discorso vale al contrario. Comment est-ce qu'a commencé l'aventure DMZ ? Ça a commencé vraiment par hasard. J'étais à ce moment-là au tout début de ma carrière et je n'avais dans ma biographie qu'une seule œuvre. J'avais dessiné un album pour John Doe, qui est un célèbre personnage italien écrit par Recchioni. Ça a commencé à la convention de Naples où était présent Will Dennis, qui à ce moment-là était un éditeur chez Vertigo et qui a regardé quelques pages de mon travail et a dit d'accord, en avant. Tu n'as pas saisi cette opportunité pour faire du comics de super-héros, super-hero comic? Sinceramente no, non sono mai stato veramente attratto dai fumetti. Non, sincèrement, non, je n'ai jamais été vraiment attiré par le comics de super-héros. Moi, ce qui me plaît à la base, c'est juste dessiner. Et donc, moi, ce que j'aimais plutôt à ce moment-là, c'était les auteurs d'Amérique du Sud, comme Ortiz ou Jiménez. Dal Sud America e dalla Spagna e dalla Francia, come Moebius, Bucchi, tutta questa gente. Tu n'as jamais pensé à travailler pour le marché français? Oui, ça me plairait. Et pour être tout à fait honnête, j'ai eu des contacts dans le passé et encore aujourd'hui. Però c'è sempre stato qualcosa. Maintenant, il y a toujours eu des imprévus ou des empêchements pour que ça se concrétise, et notamment mon travail sur DMZ ces dernières années. Et donc, en fait, peu à peu, les projets n'ont pas vu le jour naturellement, mais ça me tiendrait toujours à cœur et j'espère dans le futur pouvoir travailler pour le marché français. Quel genre de BD tu aimerais sortir justement pour le marché français? Est-ce que tu as déjà une idée de scénario et d'idée originale à sortir pour le marché français? Ça, c'est toujours difficile à répondre à ce genre de questions, mais parce que j'en ai aucune idée. Tout dépend du projet qui arrive et peut-être j'ai un script avec beaucoup de très bonnes idées à l'intérieur. Mais pour être honnête, moi ce que j'aimerais faire, c'est une BD de science-fiction et plus particulièrement du space opera. Et je n'ai jamais pu le faire jusqu'à présent. Tu as travaillé avec beaucoup d'auteurs qui sont pas italiens. Il n'y a jamais eu de problème de compréhension dans les scripts, de mauvaise interprétation? A volte sì. C'est arrivé. Et quand j'ai commencé ma carrière, je ne connaissais pratiquement pas un mot d'anglais. Però poi, e quindi c'era. Oui, il y avait beaucoup de problèmes de compréhension au début, mais heureusement, les gens avec qui je travaillais ont eu énormément de patience et m'ont beaucoup aidé. Quindi problemi mai. La première fois que je suis allé à New York, j'ai dû amener avec moi un ami qui était interprète. La première fois que je suis allé à New York dans la rédaction de DC, parce que j'avais vraiment besoin de lui pour qu'il me traduise les choses, aussi bien pour régler les détails du contrat, tout simplement pour établir les premiers contacts amicaux avec les gens de DC. Ce même ami qui me traduisait au début les scripts de Brian et aussi tous les mails quasi quotidiens de l'éditeur.
Finalement, j'ai appris quand même un petit peu d'anglais. DMZ parle de journalisme de guerre et du pouvoir des images pendant un conflit. Est-ce que tu avais une grande liberté dans ton dessin par rapport au script? Parce que Brian Wood est aussi un artiste, il a une idée de comment il veut raconter. Est-ce qu'il était très directif? Sur DMZ, j'ai eu énormément de liberté dans mon dessin. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches préparatoires, notamment sur tout ce qui concernait les zones de guerre, et certainement ce genre d'image ne manque pas dans l'actualité. Et anzi, Brian et l'editor mi chiedevano di fare cose il più realistiche a livello ovviamente di messaggio. Brian et l'éditeur m'ont toujours demandé d'être le plus réaliste possible à propos du message qui est transmis dans le comics. Et par moments, ça va même jusqu'à la paraphrase d'images réelles de guerre qui se passaient en Irak. A livello grafico, le cose. E comunque non c'è mai stata censura su nulla. Oui, il y a toujours eu beaucoup de liberté par rapport au script. J'ai pu faire ce que je voulais selon ma conscience et mon style. Est-ce que du coup tu as fonctionné aussi en sens inverse, c'est-à-dire que tu avais une idée de dessin, une image forte, et tu as demandé à Brian d'adapter un petit peu le scénario ou l'histoire pour que cette image-là puisse prendre toute sa place? Sì, è successo, però non ho mai dovuto convincere nessuno. C'è sempre stata. Oui, c'est arrivé, mais en même temps, je n'ai vraiment eu besoin de convaincre personne, parce que Brian ou l'éditeur m'ont toujours laissé libre de faire ce que je voulais. Alors, parfois, il fallait respecter un peu ce qu'on pourrait appeler le bon goût, en évitant des scènes de nu. Mais sur les scènes de guerre, j'ai eu toute la liberté, et là-dessus, il faudrait aussi rendre hommage au label Vertigo, qui a toujours porté la maturité graphique au meilleur niveau. E per lettori maturi. Sur le comic de super-héros, ça aurait été forcément différent, puisque la cible est elle-même différente et va plus chercher du côté des jeunes. Mais non, chez Vertigo, les choses sont plus matures, plus crues. Donc là-dessus, j'avais toute liberté pour faire ce que je voulais. Est-ce qu'il y a des choses que tu refuses de dessiner et est-ce que les attaques contre Charlie Hebdo ont changé ta façon de penser? Allora, rispondendo alla prima parte. Pour répondre à la première partie, non, il n'y a jamais rien que je me suis empêché de dessiner, à part peut-être des scènes de sexe gratuites si elles n'amenaient strictement rien par rapport à l'histoire. Se non mi aiutavano nella storia. Parlando di Charlie Hebdo, ovviamente questa cosa mi ha colpito. Mi ha colpito perché non penso che sia una guerra tra culture. Penso che sia una cosa tra. Pour ce qui concerne les attaques de Charlie Hebdo, je ne te cacherai pas que cela m'a beaucoup touché, mais je ne pense pas que ce soit une guerre entre cultures. C'est plutôt une question de pouvoir déstabiliser là où on peut toucher les gens par la peur. Donc la famille, la culture, et voilà pourquoi les gens de Charlie Hebdo ont été touchés. En France, il y a une grande vague de bandes dessinées documentaires. T'as jamais pensé toi-même à faire une bande dessinée de type documentaire? Sinceramente non ci ho mai pensato troppo. Mi piacerebbe fare qualcosa. Pourquoi pas? C'est toujours intéressant pour un artiste de pouvoir dessiner ou écrire sur soi et sur sa vie, sur ce qui l'entoure. Mais pour être honnête, non, je n'y ai jamais réellement pensé. Non ci ho mai pensato, diciamo, in maniera seria. Ho sempre preferito la fiction perché. Mais j'ai toujours préféré la fiction parce qu'il y a moins de complications dans la fiction. On se met moins en jeu dans la fiction. Uno si mette meno, no? In gioco. Pendant que tu faisais DMZ, tu as aussi travaillé sur une BD italienne, Uccidero ancora Billy the Kid, je prononce sûrement très mal, avec Roberto Recchioni, qui est connu pour Les Orphelins, qui vient de sortir en France sous un label de comics, et Massimo Carnevale, qui est très connu pour les couvertures, et principalement Y, le dernier homme. C'est pas la première fois que je vois ton nom associé à ces auteurs. Il y a une école italienne, voire une école florentine. Ma sinceramente non lo so se è una scuola. Je ne sais pas si on peut vraiment parler d'école. Ce qui est sûr, c'est qu'on a peut-être tous commencé à travailler au même moment. Peut-être que eux ont commencé à travailler avant moi, mais on a en tout cas tous travaillé sur d'autres séries assez connues, comme par exemple John Doe. Et c'est vrai qu'il y avait sur John Doe là, à peu près la même équipe, puisqu'on retrouvait Recchioni, qui est un autre écrivain, Bartocchi.
Et Bartoli era l'altro sceneggiatore di John Doe, purtroppo. Barto qui est depuis peu disparu, et déjà aussi à ce moment-là, Carneval faisait les couvertures de John Doe, et aux pages intérieures on retrouvait donc beaucoup de jeunes artistes italiens totalement inconnus, dont moi. La loro carriera, me compreso sulle pagine di questo personaggio. Tu as travaillé pour un éditeur italien, un éditeur américain. Est-ce que ça fait une grande différence? C'est la question classique. Dunque, io non penso che ci sia una Je ne pense pas qu'il y ait de grandes différences entre les éditeurs américains et les éditeurs italiens. La vraie différence se joue entre les éditeurs eux-mêmes. Si tu es un grand éditeur, tu vas avoir de grandes œuvres. In maniera seria, è un'azienda, insomma. Et poi la differenza è sul tipo di lavoro che fai. C'est vrai qu'on peut toujours trouver une différence sur la cadence de travail, avec les Américains qui vont te demander un travail mensuel, alors que tu as plus de largesse avec les Italiens. Che ha dei tempi più dilatati. Pourquoi est-ce qu'on ne te revoit pas sur une série régulière? Dunque, dopo DMZ avevo bisogno di fare cose diverse. Après DMZ, j'avais besoin de faire d'autres choses, et j'ai fait d'autres choses plus brèves. Par exemple, un numéro d'American Vampires. J'ai collaboré aussi à l'anthologie Batman Black and White, également sur la série Dire Edge, et ça m'allait comme ça. Pour l'instant, je travaille sur un autre projet pour un autre éditeur américain sur lequel je vais rester très évasif, car on ne sait toujours pas quand, comment cela va sortir. Et invece dall'anno scorso Puis, donc nous sommes repartis sur un projet I Wait Well qui a été fait au sein du label italien Italian Jobs. Il fumetto che abbiamo prodotto all'interno dello studio Italian Job. Je t'ai pas vu sur un seul projet solo. Tu préfères le travail d'équipe? Alors oui, en fait, oui, j'aimerais bien faire quelque chose seul, et j'ai quelques idées en magasin où je pourrais le concrétiser, et j'y pense peut-être pour les prochains mois. Jusqu'à présent, ça n'a pas été une priorité. Je l'envisage comme étant quelque chose que je pourrais concrétiser dans le futur, et au moment où j'aurai le temps pour réellement y penser. C'est notre question classique. Quelle est la dernière bande dessinée qui t'ait vraiment impressionné? Quelque chose de vieux ou de neuf? Donc, ces derniers mois, pour tout avouer, je n'ai pas lu beaucoup de BD, ce qui est une chose assez moche, je te le concède. J'en ai même un petit peu honte. Pour autant, je suis toujours certains auteurs. Je suis certains auteurs ou dessinateurs, par exemple, ce que fait Elise, Imonen, Parloff, ou Book. Mi piace molto Book. Et sinceramente, negli ultimi tempi, invece en ce moment, plutôt que de lire des choses nouvelles, j'ai ressorti certains de mes classiques, surtout ceux de ces auteurs sud-américains, donc Ortiz, Jiménez, ces maîtres qui m'ont influencé et dont j'essaye de capter d'où sort l'étincelle. Parce que en ce moment, je suis un peu dans un entre-deux. En ce moment, je suis un peu pas une baisse de motivation, mais une sorte de moment où de questionner un peu où j'en suis. Et donc c'est pour ça que je retourne à ces classiques pour retrouver l'étincelle qui m'a donné envie d'être dessinateur. Per ritrovare quel tipo di stimolo che c'era all'inizio. On va peut-être changer de sujet et on va écouter désormais la chronique de Pierrick. Alors je voulais revenir un peu sur... Je vous l'ai déjà dit que j'adorais ce jingle. Ouais, je crois, ouais. Mais il est vachement bien. Franchement, c'est les Vaporellas, c'est vraiment très très bien. Je voulais un peu revenir sur les deux Van Gogh. Donc vous avez compris que j'étais un peu mitigé en écoutant la semaine dernière mon point de vue. En fait, ça m'a posé un gros souci de lecture. Je vais pas revenir sur le dessin, ni sur la peinture. Peinture, vous avez vu, j'ai fait un jeu du milieu de l'art à la fin du 19e siècle, mais vraiment sur la construction du récit. Si j'ai trouvé le déroulement de l'intrigue totalement what the fuck et irrespectueux de l'histoire avec un grand H, le dénouement m'a semblé être une très bonne idée. On va vite résumer pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission précédente le sujet avec des tonnes de spoilers. Hein, donc si vous voulez le lire, allez écouter une autre émission. Allez écouter l'OEC 118 qui est disponible depuis le 27 septembre. Theo Van Gogh est un marchand d'art froid et manipulateur qui pense que l'art devrait être à la portée de tous et pas seulement des gros riches. Il soutient autant que possible Vincent. Les riches sont pas toujours gros. Hein. C'est vrai. Mais là, je caricature, merde. Donc il soutient Vincent, son naïf de petit frère, artiste non reconnu. Il va tout faire pour l'aider, mais échouer lamentablement à cause de la candeur de son frangin.
Alors il décide de monter un complot pour changer l'histoire et faire de son frère un des plus grands artistes incompris de son siècle. Je pense que si j'ai si peu accroché à cette intrigue, c'est parce que j'ai un minimum de culture en histoire de l'art et que je voyais bien que les auteurs ne balançaient que du bullshit non-stop. Il a placé quand même qu'il avait de la culture. Hein. Ouais, un peu. Bah, c'est comme la confiture. Voilà. Pourtant, rétrospectivement, le récit est plutôt bien mené. On trouve de la confiture à l'étal, c'est ça? Ouais, à l'étal. ça. Donc ouais, le récit est plutôt bien mené, mais uniquement si on connaît déjà le dénouement de l'histoire. L'auteur, il a voulu faire une sorte d'histoire avec une révélation de la mort qui tue, à la Christopher Nolan, 6e sens, Usual Suspect. Vincent Van Gogh est peintre. Mais je savais dès le départ qu'il y avait un problème dans ce qu'il racontait. On dirait qu'il a monté son histoire en se basant uniquement sur sa bonne idée, sans se préoccuper que le lecteur trouve inepte sa version de l'histoire des frères Van Gogh. Et si au contraire, il était parti de la fin et avait monté son récit en flashback pour nous montrer comment les héros en étaient arrivés à monter cette supercherie de dire on va réécrire l'histoire de Van Gogh pour en faire un artiste maudit quelque part. Donc c'est une structure classique qui, de partir de la fin, ça rend la mise en place du suspense plus complexe, mais c'est pas voué à l'échec. Je pense par exemple à Alejandro Jodorowsky, qui aussi bien dans l'Incal, dans Juan Solo ou Les Métabarons, c'est devenu un spécialiste d'exercice. Ça commence toujours par la fin. La fin, oui. Donc il sait où il va, il a une ligne tracée, maintenant c'est qu'est-ce qu'il va raconter au milieu pour nous intéresser et nous donner envie de se dire comment on en est arrivé là. Pour Jodorowsky, ce qui compte, c'est le chemin parcouru. Pourquoi John DeFool tombe-t-il? L'Incal, ça commence comme ça, il y a John DeFool qui tombe. On s'en fout en fait. Qui tombe et qui pense. Voilà. On s'en fout en fait. Ce qui est important, c'est comment John DeFool en est-il arrivé là. C'est une question qui cesse d'être renouvelée au fur et à mesure des péripéties, parce que plus on avance dans le récit, plus il s'éloigne de... là, on voit bien qu'il va jamais finir par tomber, parce qu'il devient super balèze, machin chose, mais il arrive toujours à retomber sur ses pattes. C'est un peu ça qui fait le génie de Jodorowsky, en tout cas à l'époque. C'est un peu plus compliqué ce qu'il fait maintenant. Il aurait suffi en fait de seulement quelques pages pour que je sois complètement convaincu par les deux Van Gogh. En gros, il faudrait une introduction qui dise un truc du genre « Ah, je suis triste, mais le monde entier se souviendra de toi, et moi seul connaîtrai la vérité. » Ça vous donne pas envie de connaître un peu la vérité Moriarty. Ouais, c'est vrai, il y a un peu le côté Moriarty. Ouais, pas jouer comme ça quand même. Hein. Non, mais bon. Ouais, mais il a froid. Quand il est tombé dans les chutes de Reichenbach, il avait vachement froid à Moriarty. Reichenbach. Moi, ce que je propose aux auditeurs, c'est de pousser leur curiosité à acheter l'album et de commencer par le dernier chapitre. Direct. Hop, on lit le dernier chapitre et on reprend après en début. Je suis sûr que votre expérience sera enrichie et que vous serez aussi dithyrambique que tous les critiques que j'ai lues sur le net. Parce que oui, je crois apparemment être le seul qui n'ait pas été convaincu. Je vais voir un peu les critiques et tout le monde dit « Ah, c'est trop bien, etc. » La question, en fait, c'est vaut-il mieux faire un twist choc à la fin de l'histoire pour donner au lecteur l'envie de relire l'album une fois qu'il a eu cette révélation? Ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux construire son récit en s'appuyant sur un objectif simple, qu'on va poser dès le départ, qui est de raconter comment s'est mis en place ce mystère qu'on essaye de dévoiler. En clair, c'est un peu la maxime des Folios Junior édition spéciale, qui résume bien ma pensée. Et si c'était par la fin que tout commençait? Alors d'après vous, monsieur... Alors, déjà quand tu dis en fait que justement c'est un peu la... Je le suspecte. Je vais citer mon expérience Je le suspecte. À l'époque, Canal+ diffusait 7 fois les films. Et exactement, ça a été le fumble d'une vie, ça. J'ai vu la fin de Je le suspecte avant de voir le début du film. Donc, j'ai vu Kevin Spacey. J'ai tout compris. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... Mais, parce que je me suis dit, putain, il devait être vachement bien ce film, parce que là, je pense que j'ai la fin qui doit tout déchirer, mais il faut que je voie le début. Et du coup, en regardant le début, en connaissant la fin, j'ai vu tous les clins d'œil, tous les regards, toutes les inventions de Kevin Spacey tout le long du film. Et c'était génial, parce que quand je suis arrivé à la fin que j'avais déjà vue, je me suis dit, oui, ça, quand il a regardé là, puis quand il a fait, et je me suis régalé, parce que je me suis dit, oui, il y avait déjà tout dedans. Mais, moi, je savais avant les autres. Mais t'aurais pu eux, ils ont été 2 fois, en fait. C'est ça que t'as raté pour Usual Suspect. Mais après, Usual Suspect... Mais est-ce que j'aurais eu envie de le regarder? Il fait les deux, Usual Suspect. C'est-à-dire qu'il fait et de la rétro et du twist shock. Voilà. L'avantage qu'il y a dans Usual Suspect, c'est pour ça qu'il est énorme. Entre guillemets aussi, c'est que,
le récit se tient, c'est-à-dire que tu te dis pas, non mais je vois bien que c'est que de la connerie dès le départ, tu y crois ce qu'on te raconte quand tu commences sur le suspect. Là, en lisant les deux Van Gogh, au début, j'y crois pas, parce que je sais que c'est faux. Tu vois ce que je veux dire. Alors qu'il m'aurait dit dès le départ. Tu as senti la supercherie. Voilà. Alors qu'il m'aurait dit dès le départ, mais je m'attendais pas du tout à la fin. Hein, ça m'a choqué. Disons que voilà, je disais le truc, ouais, ça c'est intéressant, mais bof, c'est joli, machin chose. Et j'arrive à la fin, je fais, waouh, trop bien. Enfin bon, si dans le bouquin il y a que 3 pages qui me font dire waouh, trop bien, c'est un pavé quand même, hein, les Van Gogh. Voilà, moi c'est l'action que je me pose, c'est est-ce que parfois il vaut mieux pas se sortir de cette bonne idée de twist final? Parce que c'est la mode, je veux dire, de faire le twist final dans tous les trucs. Et si on n'a pas quelque chose d'intéressant à raconter pour aller jusqu'au twist, quoi. Alors, moi, je vais faire comme Mathieu, je vais prendre mon expérience personnelle, là aussi cinéma. Sixième sens. Non. Sixième sens. C'est dramatique, ce film. C'est dramatique. L'idée finale est bonne. La chute est très bonne. Sauf qu'on se fait chier pendant 1h45 de film pour avoir du plaisir pendant 2 minutes à la fin. Je ne trouve... Tu résumes ta relation, là? Ça... Non, je vais pas dire. Je vais pas dire. Sa femme a dit pareil. Merde. En fait, c'était la tienne. Mais c'est pas grave. Donc du coup... Mais avec lui. Ouais, c'était un twist choc, mais inversé. C'est un Twix choc. Raider. Un Raider. Ok. Oh la vache, à vouloir rater des signes des enfants. C'est visuel. Là, c'est pas de la radio. Donc bon, toujours est-il, pour revenir à ce que tu disais effectivement sur les deux Van Gogh, parfois c'est bien qu'il y ait une bonne idée, mais effectivement la mise en scène est importante, la construction du récit est important. Justement, c'est ce que je voulais noter dans Je Suspect, c'est que quand j'ai revu tout le film, tu vois qu'il a construit le film avec justement plein de clins d'œil pour, on va dire, arriver à la scène finale. Et que si tu as vu donc justement tout ce qu'a regardé en fait, comment il s'appelle déjà, Kaiser Soze, quand tu vois en fait tous les regards qu'il a, tout ce qu'il a, la fureté de partout, tu te dis oui c'est ça, il a repris le nom là, il a repris le truc ici, là et là, et en fait tout le long de l'interrogatoire, tu as tout vu, tu as vu tous les petits coups d'œil qui font tout le sel quoi, tout ce qui est exceptionnel dans ce film. Oui, mais là, tu parles de quelque chose qui est une réussite, voilà. Ouais, mais ça, c'est une réussite. Maintenant, est-ce que, finalement, moi, j'ai découvert tous ces petits regards parce que je connaissais déjà la fin et que j'ai vu le début. J'ai vu ensuite tout le reste du film. Maintenant, est-ce que, dans les deux Van Gogh, est-ce que tu l'as relu? Est-ce que tu as eu cette curiosité-là de le relire pour te dire, est-ce que du coup, j'ai raté quelque chose dans le... Je t'avoue que j'aurais peut-être dû, mais alors, pour 2 raisons. J'étais tellement dégoûté de me rendre compte que, putain, mais pourquoi ils me sortent ça maintenant? Ça me gonfle, tu vois, ça m'a un peu énervé. Et puis bon, après, tu as vu ma pile de lecture. J'avoue, je me suis pas relancé dedans. Mais c'est vrai que ça mériterait que j'y rejette un œil parce que, peut-être que je l'apprécierais plus, mais je suis même pas sûr parce que voilà, pour moi il y a vraiment une faiblesse dans la construction de cette intrigue parce que en gros, il construit un truc auquel on ne peut pas croire si on connaît un peu l'histoire de l'art pour nous mettre une révélation choc à la fin, alors que en gros, c'est prendre ses lecteurs pour des gens qui n'ont pas la culture, en fait. C'est dire aux gens, non mais, ils vont croire que c'est la vraie histoire et ils auront un choc à la fin parce que, enfin, moi, c'est l'impression que ça m'a donné, quoi. En même temps, c'est quand même tout ce qui se passe pendant l'histoire, ça peut être aussi une fiction ou une partie qui est rêvée. Et du coup, on touche plus dans la réalité. Ça n'était qu'un rêve. Moi, mais rêver dans le sens, on est dans une... Tu sais, le monde est un multivers, t'as des dimensions parallèles, voilà. Les frères Van Gogh. Van Gogh a rencontré le Docteur Who, d'ailleurs. J'ai vu ça dans un épisode. C'était sympa. Ouais, mais c'est le Docteur Who, quoi. Ouais. Là, tout est possible. Non, je reviendrai sur le fait que c'est bien gentil d'avoir une bonne idée pour la chute. Encore une fois, si le lecteur ou le spectateur s'ennuie pendant tout le reste du spectacle, du bouquin, tu as raté un truc quelque part, quoi. C'est bien d'avoir une bonne idée, hein, mais encore une fois, faut savoir l'exploiter. Si le lecteur s'enquiquine pendant 2 plombes de bouquin, parce qu'il a les connaissances nécessaires pour voir arriver le truc, parce qu'il voit avec ses connaissances que c'est totalement improbable et que ça tient pas debout, c'est qu'au niveau de la construction, il fallait prendre les choses différemment. Alors, Pierrick propose une solution qui était effectivement de prendre le système à l'envers. Il y a peut-être d'autres solutions. Il fallait peut-être retravailler la construction scénaristique, la trame, les événements, pour que l'histoire, hormis la chute, reste aussi intéressante. Encore une fois, le chemin
est au moins tout aussi intéressant, si ce n'est plus, que le point d'arrivée. Mais justement, là, Pierrick, lui, l'a senti comme ça parce qu'il n'a pas pu rentrer dans la partie, on va dire, début et milieu du livre, parce que justement, tu étais perturbé par ça. Mais est-ce que peut-être 80 ou 90% des gens se sont laissés porter par le livre sans se poser cette question-là? Je pense aussi. Et du coup, ça les a fait. Tu sais, c'est exactement comme quand tu regardes une série policière américaine et que tu as quelqu'un à côté de toi qui, en fait, découvre déjà tout. C'est lui Voilà, découvre déjà tout, tu sais. C'est moi. Tu sais, tu vois, J'ai l'acteur chiant. tu vois c'est le serveur. Voilà, et en fait, ils ont dit son prénom et on dit pas le nom du prénom. On a voilà, pas un prénom à personnage. avec plein de détails, ils te trouvent toujours le truc. Et donc du coup, forcément, si t'as déjà entre guillemets, c'est un acteur connu, il a un second rôle, c'est lui. Si t'as déjà les clés pour quelques détails d'observation pour comprendre, on va dire, comment se monte un scénario, forcément, tu vas te gâcher le plaisir parce que tu vas à chaque fois être toujours dans l'analyse et pas en fait dans un plaisir simple. Mais j'y suis pas toujours. Il y a des auteurs qui arrivent à me faire oublier cette analyse. Oui, mais lui, il a pas réussi. C'est ce que je te dis, c'est que des fois, certaines personnes sont trop dans une analyse, en fait, dès qu'on prend un bouquin, et on se laisse pas porter, des fois, par le livre, et du coup, on passe à côté d'un plaisir, parce qu'on est déjà en train d'analyser le bouquin alors qu'on n'a pas fini de le lire. C'est ce qu'on appelle être un bon public ou être critique de cinéma. Je suis pas critique de cinéma. Tu es critique du cinéma. Oui. Mais, quoi? Voilà. Donc, ouais, non, mais c'est vrai que, t'as vu une lettre, ça fait tout, quand même. Ouais. Mon avis, c'est l'émission qui faisait mal à la tête. Van Gogh, enfin, j'ai eu un peu de cours, j'ai fait un peu d'histoire de l'art, j'ai vu plein de trucs qui parlent de Van Gogh, donc c'est vrai que j'avais quelques notions, quelques bases. Il a planté des tournesols dans son jardin. Je connaissais déjà l'existence de son frère. C'est vrai que tout le monde ne connaît pas l'existence de Theo Van Gogh. J'ai travaillé à Arles, monsieur, moi. J'ai été sur les pas de Vincent. Ouais, enfin, comme des millions d'Arlésiens et d'Arlésiennes, je pense. Oui, je sais. Moi, je marchais tous les jours je passais à côté d'un endroit où il a vécu. Et il a souvent croisé des renards. Mais non, mais c'est vrai que je pense qu'effectivement, quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de Vincent Van Gogh, que tout ce qu'il connaît, c'est qu'il a peint des tournesols, tombera mieux dans l'histoire. Mais pourrait aussi avoir l'idée de se dire, on m'a menti tout du long. Mais le twist est bien amené pour le coup. Et peut-être quelqu'un justement qui est pas dans la liste sera peut-être plus dans un plaisir. Mais je pense que c'est le cas de la plupart des gens. En gros, je crois que j'ai eu le problème. C'est horrible ce que je vais dire. D'avoir trop de culture pour apprécier pleinement le truc. Oui, t'as vu un peu comme ça me plaît pas de dire ça. Non, mais à un moment donné, il y a des choses. Quand il vous a dit cette phrase, il se masturbait. Non, mais à un moment donné, il y a des choses. C'est comme quand tu regardes un truc plein de clichés. Si t'as jamais rencontré les clichés avant, ça peut te sembler génial. Ouais. Mais si c'est un truc que t'as déjà vu 1000 fois, tu vas dire cliché. Pour moi, c'était pas bon, quoi. Ça collait pas. Voilà. Mais après, je comprends que la plupart des gens et des critiques aient adoré le truc, quoi. Je pense qu'en fait, tu peux commencer à certains bouquins, on peut les apprécier que si on est vraiment dans un plaisir entre guillemets simple et pas dans une analyse, que l'analyse elle vient après. Parce que si tu essaies déjà ce que tu lis, tu es déjà en train d'essayer de l'analyser, du coup tu prends plus de plaisir. Disons que c'est vrai que quand j'ai un truc qui s'appelle Les Deux Van Gogh, je m'attends à avoir un petit côté historique crédible. Je te rappelle que c'est un manga. Enfin, ça n'empêche pas, ils ont fait un manga sur Marx, c'était très crédible historiquement. Non mais Marx avec ses yeux bridés, des grands yeux, ça marche pas. Non mais je rappelle c'est un manga, je trouve que là tu es très très critique sur le genre. C'est pas parce que c'est du manga que ça peut pas être historique, que ça peut pas être crédible et que ça peut pas fonctionner. Et tu te rappelles la taille des terrains dans Olive et Tom, hein? Ouais. Voilà. 27 km. Tu te rappelles la taille des jambes? Tu te rappelles la tronche de leur seau? T'arrives à faire 14 boucles toi en l'air? Et t'imagines quand même que le gardien, il arrivait à plonger sur le poteau gauche, faire un saut périlleux, reprendre appui sur le poteau pour repartir dans l'autre sens et arrêter le tir, hein? Un tir à 10 mètres. Et que le mec, il arrivait quand même à arrêter le ballon, tu te dis, mais soit il tire à 2 à l'heure, soit le gardien, c'est flash, quoi. Et tu regardes un truc comme Ikigami, t'arrives à croire à leur histoire. Qu'on peut empoisonner les gens pour qu'ils meurent à une date donnée? Ouais, je dis c'est faisable. Ouais, c'est jouable. Tu croyais beaucoup plus, pour le coup. Alors que les terrains de foot de Vietnam, personne n'y a jamais cru. Puis il y a l'Himalaya aussi en Grèce. Ouais. Parce que franchement, vu le nombre de marches qu'ils ont gravi dans les Chevaliers du Zodiaque, la Comte Saras... Ouais, moi je dis que le métier qui doit bien fonctionner dans les Chevaliers du Zodiaque, c'est monteur de colonne.
Le gars qui fabrique les colonnes. Parce que franchement, il a un taf après le passage des chevaliers. Wow. Ah, ils savent travailler la pierre hein, là-bas. Ouais. C'est toi le boss, c'est à toi de dire qu'on parle trop. Bah, c'était ça en fait. Là, j'hésitais entre essayer de vous relancer pour vous peut-être me trouver quand même un contre-exemple justement. Toi, un twist final dans un bouquin et pas dans un film où ça t'a quand même troué le derche quoi. Et pareil pour toi, Tizak. Est-ce qu'il n'y a pas justement un Last Man, tome 6 Ah, merde. Ouais, je valide, ok, ça va. Bon, moi, ce sera pas une BD, ce sera un Fred Vargas. Par contre, j'ai oublié le titre. Mais de manière générale, les Fred Vargas, de toute façon, où on voit rarement arriver la fin de façon claire et nette. Il y a toujours un waouh à la fin. Toujours. Et tous les éléments sont donnés tout au long et ça fonctionne bien. Après, on pourrait balancer de Agatha Christie dans un registre un poil différent. Mais est-ce que du coup, voilà, justement, à force, voilà, c'est intéressant, mais si, à force de lire du Fred Vargas, je prends c'est ton exemple, hein, si t'en as lu, je sais pas combien il a fait de bouquins, mais si t'en as déjà lu 10. Elle. Bon, genre, Mais je te le dis. Il ou elle. Les deux. Donc, si t'as déjà lu beaucoup de bouquins, est-ce que, finalement, tu n'es pas déjà rentré dans la dynamique et que au fur et à mesure, maintenant, tu vois justement Alors, je te dirais et tu analyses du coup facilement et tu sais déjà. J'ai lu un bon paquet de Vargas, j'ai lu un plus gros paquet encore de Coben et les mécanismes de Coben reviennent très régulièrement et effectivement, on voit arriver à un moment donné dans l'intrigue, ça traîne, façon de parler. On n'a pas les éléments nécessaires à la résolution de l'énigme. Et puis pouf, à un moment donné, clic, les choses s'enchaînent. Et généralement, on peut voir arriver un petit paquet de temps avant la fin ce qui va se passer. Dans Vargas, ça m'est jamais arrivé. Voilà. Je dis pas que c'est... En tout cas, j'en ai lu quand même un petit paquet. Ça m'est jamais arrivé. Ok. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour, messieurs. On a fait le tour. C'était ta première émission? C'était ma première émission. Avec une demi-voix? Avec une demi-voix montante, descendante. Bah, pour aller au fondement, il faut parfois remonter, prendre une bouffée d'oxygène et redescendre. Exactement. Hein, aller scientifique moelle, comme toujours. C'est ça. Bah écoutez... Taper un coup au fond pour remonter. On était, oui. On était de la piscine. On était avec le petit pull marine, là on est bien. Ben surtout n'hésitez pas à nous faire. On est bien Tintin avec le pull marine. N'hésitez pas à nous faire des commentaires sur lavoidesbulles.fr. Lavoidesbulles.fr, s'il te plaît. Lavoidesbulles.fr. Comme ça, du coup, le docteur Tizak aura plein de choses à dire la prochaine fois. Écrivez-lui à docteur@lavoidesbulles.fr. Voilà. Ensuite, n'hésitez pas à vous abonner sur le PodCloud. Oui. PodCloud. Oui, car PodCloud est un super système pour s'abonner à des podcasts et c'est lui qui va publier le flux RSS de cette émission. Ensuite, si vous ne savez pas ce qu'est un un flux RSS, ce n'est pas la peine d'y aller. Si vous cliquez sur abonnez-vous, ça marche. Abonnez-vous, ça marche tout seul presque. Hein. C'est assez easy quand même. Ensuite, n'hésitez pas à laisser des messages sur les réseaux sociaux tels que Facebook, iTunes, Twitter, Google+. Ouais, Google+, on est toujours dessus. Oh. Et même YouTube en ce qui concerne les vidéos. Et là, enfin, je vous le dis tout de suite quand même, parce que moi, du coup, comme c'est ma première émission, j'ai eu droit à un chauffeur de première catégorie. Puis il m'a fait toute une liste de choses, et là, il m'a lancé quand même un scud. Voilà, j'ai un scud dans la gueule. Le teasing des émissions à suivre. Surtout, en fait, qu'on n'a rien préparé. Mais si, on a quelque chose! Mais oui, parce que, en fait, dans l'émission suivante, en théorie, si tout va bien et que rien n'a changé, nous devrions parler des Prométhéens. Avec une petite interview qui sera dans la splash. Hein. Dans la splash de Rafa Sandoval. On devrait parler également de Saga 4. Yes. Quand vous pensiez que j'étais mort. Et ça, c'est dur. Le Prince de la Nuit numéro 7. Sex Criminal number 1. Lazarus tome 2. Gigantomachia. La Tour Fantôme 6. Et American Vampire tome 5, donc un beau programme. Et sans doute le tome 6 aussi. Ouais. Parce qu'on a du retard. J'aimerais bien les avoir. J'aimerais bien les avoir. Ouais, mais ils sont dans ma chambre, donc ce sera pas pour ce soir. Oh merde, il a fermé la porte de sa chambre. Il me l'a claqué au nez. Mais que vais-je faire ce soir?
Et moi, John. Vous faites ce que vous voulez de vos soirées, les gars. Donc, eh bien, écoutez, merci à tous. Et puis, à bientôt dans une semaine. Bye, bye, bye. Ciao, ciao. Anyways, how the best stop? So feeling effect up. Bloody blood, hurry up. And he goes, a Johnny throws out buttocks. Kicks and shows, hands off. Stupid bitch, back off. And he's switching up. She's disconnected. Vanished, covered up in a bubble. Untouchable. She's disconnected. Vanished, covered up in a bubble. Untouchable. She now waits for a big bus. She walk like crazy for the job. She's nervous for the face off. Bad luck, she's a cute girl. At the party and on the back blues. She puts him back with a show. A promotion, that's a good job. And Johnny is reaching up. Things waiting, she's disconnected. Vanished, cold up in a bubble. Untouchable. She's disconnected.